À travers cet exemple clinique, nous voyons bien que le rapport au sujet supposé savoir est incompatible avec la position de sujet désirant. En laissant cette figure de l'autre tutélaire prendre les décisions à sa place, il évite la question de son manque, de son désir, et celle non moins subjective de sa responsabilité. Toute l'autorité est alors confiée à cette figure à peine voilée de maître. En vouant une confiance aveugle, en adhérant littéralement aux paroles de l'autre, l'être se soumet à cette souveraineté qui prend lieu et place de son propre manque et partant de sa possibilité même de pouvoir répondre de son désir. La perfection supposée de ce grand autre semble alors ne trouver de limite que sa complétude. Elle recouvre l'impossible à pouvoir entièrement représenter le réel, que ce soit celui de la différence des sexes ou celui auquel fait écho le maître absolu, la mort. À travers les expressions amoureuses, où l'amant dit que l'être aimé lui appartient, ou au contraire qu'il est la propriété de l'autre, la possessivité semble trouver sa cible en un semblant d'objet dont la fonction masque l'indicible, l'irreprésentable de cet objet à jamais perdu que Lacan nomme petit a. En acceptant de supporter le transfert, le psychanalyste offre un nouveau support à ce sujet supposé savoir. C'est ainsi qu'il se situe, nous dit Lacan, entre deux chaises. Il supporte d'être mis dans cette position fausse pour que le transfert puisse dévoiler son vrai visage. Il intervient alors sur les manifestations transférentielles en les rectifiant au nom de la vérité. Ce faisant, il déjoue le versant fallacieux par lequel l'amour se présente dans sa dimension imaginaire, dans sa fonction d'obturation de l'inconscient. Dans cet acte par lequel il supporte le transfert, le psychanalyste prend donc lui-même la fonction du symptôme. Il est pris dans le jeu signifiant, grâce à quoi le symptôme peut devenir analysable en tant que tel. Mais c'est en tant que présence réelle qu'il opère, qu'il invite le psychanalysant à se supposer le savoir lui-même. Ce faisant, la cure remet en jeu le sujet supposé savoir. Elle le remet en jeu. Et c'est au terme de cette quête où le psychanalysant transforme l'amour narcissique en amour de savoir qu'il advient à la destitution du sujet supposé savoir. Ce que le psychanalysant réalise au terme de ce que Lacan nomme son incurable vérité, c'est ce point de butée qui marque l'impuissance à en savoir tout. Ce n'est pas que le grand autre ne sait pas, car il demeure ce lieu de savoir insu qui compose l'inconscient, mais ce qu'il réalise au terme de l'opération psychanalytique, c'est que le grand autre n'est pas un sujet, il est barré. Avec la dissolution du sujet supposé savoir, le psychanalyste se voit affligé de ce désêtre qui le réduit à l'avènement de l'objet petit a. Cause de la division du sujet qui advient au terme du processus, il se voit éjecté, tel un reste qui chute de l'équation subjective. Il ne s'agit plus alors d'un sujet qui se croit entier, d'un individu assujetti au mirage unitaire de son ego, mais au contraire d'un sujet divisé, d'un par-l'être qui se sait irrémédiablement séparé entre son être de jouissance et sa possibilité d'être soutenu par le semblant, soit par un signifiant qui le représente auprès d'un autre signifiant. Pour finir, je vous propose une citation de Jacques Lacan qui me semble illustrer notamment la fonction de l'amour du psychanalyste dans ce qui peut soutenir son acte. L'amour, donc je cite Jacques Lacan, l'amour, non plus comme passion, mais comme don actif, vise toujours, au-delà de la captivation imaginaire, l'être du sujet aimé, sa particularité.
C'est pourquoi il peut en accepter très loin les faiblesses et les détours. Il peut même en admettre les erreurs. Mais il y a un point où il s'arrête, un point qui ne se situe que de l'être. Quand l'être aimé va trop loin dans la trahison de lui-même et persévère dans la tromperie de soi, l'amour ne suit plus. Je vous remercie.